Bonsoir. Grève des internes suite. Le ministère des Affaires sociales indique qu'il n'y a plus de grévistes dans 10 CHU sur 26. Cela dit, si certains hésitent entre la poursuite du mouvement ou la reprise du travail, d'autres ont vigoureusement manifesté aujourd'hui à Paris. On voit ça avec Nathalie Yanetta. Opération coup de poing des internes cet après-midi. Ils sont 300 à avoir choisi l'Assemblée nationale pour une fois encore scander leurs revendications contre le rationnement des soins et la politique de santé prônée par le gouvernement. Qu'il y ait une réforme constructive et pas quelque chose d'imposé avec juste des normes de budget. On veut qu'il y ait la qualité des soins qui entre en jeu. C'est quand même le minimum. Et pour les écouter, une rangée de CRS uniquement. Les députés en effet ne siégeaient pas aujourd'hui au Palais Bourbon. Les forces de l'ordre sont d'ailleurs intervenues vigoureusement pour évacuer les blouses blanches passées derrière les grilles de l'Assemblée. L'objectif affiché, réclamer des états généraux de la santé. Même slogan, quelques mètres plus loin devant l'Elysée cette fois. Près de 6 semaines après le début du mouvement, les internes veulent en fait prouver qu'ils ne désarment pas, malgré les désaffections qui se succèdent. Après Besançon ce matin, ce sont les CHU de Reims et de Bordeaux qui ont voté la reprise du travail. Et pour la journée santé morte d'aujourd'hui, plus d'incidences dans les commissariats avec 356 interpellations que sur les urgences. Réunion importante ce soir au ministère des Affaires sociales. Ce soir également, les internes du CHU de Tours ont voté la reprise du travail. À noter néanmoins que l'Union des chirurgiens français a appelé à faire grève aujourd'hui et demain afin de soutenir ce mouvement. Dialogue dans l'impasse. ATATR Liberté, depuis 6 jours en grève illimitée, les personnels navigants sont déterminés à continuer jusqu'à ouverture de négociations officielles sur leurs conditions de travail et leur statut. En Belgique, chez Renault Vilvoorde, on a bien repris le travail après 6 semaines d'occupation. Ambiance calme jusqu'en milieu d'après-midi. Pierre-André Lacou. Sans un mot, la tête basse et d'un pas rapide. Pour reprendre le travail à Vilvoorde, l'équipe du matin n'avait pas le cœur à l'ouvrage. La reprise a d'ailleurs été difficile. Seules 135 voitures ont pu être assemblées aujourd'hui sur un total prévu de 700. D'autant plus que cet après-midi, l'usine de Vilvoorde a vu ses chaînes de montage s'arrêter à nouveau totalement. Certains ouvriers n'admettent pas d'avoir à reprendre le travail alors que la fermeture reste programmée. Elle pourrait avoir lieu pour des raisons techniques quelques semaines après le 31 juillet, jusqu'ici retenu, a précisé hier soir Louis Schweitzer. Mais pour Renault, la fermeture de l'usine reste obligatoire. Renault a un système industriel trop compliqué, trop riche, avec trop d'usines, et qu'il faut donc réduire le nombre de sites, concentrer nos forces pour être plus efficaces et être plus compétitifs. De leur côté, les syndicats gardent l'espoir de faire fléchir Louis Schweitzer. Pour le faire changer d'avis, ils ont en effet décidé de conserver leur trésor de guerre et l'occupation du parking de l'usine continue. Ici, près de 4000 voitures restent bloquées dans l'attente d'être livrées. 30 personnes assassinées en Algérie la nuit dernière. Nouveau massacre de civils au sud d'Alger, près de Boufarik. Les victimes sont en majorité des femmes et des enfants. Une bombe a explosé dans un supermarché de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Des blessés, pas de bilan précis. 3e attentat commis en 3 jours dans la ville. Et puis, l'arrivée apparemment triomphale de Laurent Désiré Kabila cet après-midi à Lubumbashi. Des milliers et des milliers d'habitants en liesse pour accueillir le chef des rebelles zaïrois dans la 2e ville du pays. En Italie, un 2e procès pour Éric Priebke à Rome. L'ancien SS jugé dans un premier procès pour son rôle dans le massacre des fosses ardéatines avait bénéficié de circonstances atténuantes. Conséquence, énorme émotion en Italie. Jugement cassé. Cette fois, l'homme âgé de 83 ans comparaît devant un tribunal militaire. Et puis c'est peut-être une défaillance humaine qui est à l'origine de l'accident qui a fait 6 morts à Lisbonne jeudi dernier sur le pont Vasco de Gama. C'est le chantier le plus important d'Europe. Parmi les victimes, 2 ingénieurs français. 150 tonnes d'ouvrage s'étaient écrasées 40 mètres plus bas. Retour en France avec Pierre Botton qui bénéficie d'une libération conditionnelle pour raison de santé. L'homme d'affaires lyonnais avait déjà quasiment effectué la moitié de sa peine. Il avait été condamné pour abus de biens sociaux et banqueroute. Enfin, Bernard Tapie qui a finalement obtenu un régime de semi-liberté. L'ancien patron de l'OM bénéficie d'un contrat dans une entreprise de construction navale et d'armement de Marseille. Bernard Tapie qui doit néanmoins rentrer tous les soirs dormir à la prison des Baumettes. La météo, Sophie Levers.
Les hautes pressions protègent la France de toute perturbation. Des passages nuageux ont toutefois frôlé l'extrême nord du pays. Demain matin, quelques nuages s'immisceront timidement sur la moitié nord. Seuls la Bretagne et les Pays de la Loire profiteront d'un franc soleil, tout comme les régions de la moitié sud. L'après-midi, nuages et éclaircies alterneront sur la Provence-Côte d'Azur et sur la Corse. Même type de temps sur la moitié nord, avec cependant un peu plus de périodes ensoleillées. Le vent sera sensible à l'intérieur des terres. Les rafales atteindront 50 km/h en Manche et 60 km/h en Méditerranée. Météo France prévoit des températures maximales allant de 11 degrés à Lille jusqu'à 24 à Perpignan, en passant par 14 à Paris et 16 degrés à Lyon. Voilà donc pour l'essentiel. Mon ciné-club, c'est Providence de Rennais sur Canal, bien sûr. Drôle de destin que celui de Providence, le film que vous allez voir ce soir. Voilà un film qui a été un grand succès lors de sa sortie en 1977, qui reçut un accueil triomphal de la critique, qui rapporta le César du meilleur réalisateur et celui du meilleur film à Alain Resnais, et qui pourtant est très peu plébiscité par les diffuseurs télé, comme s'il avait rejoint une sorte d'hypothétique musée du cinéma duquel il ne devrait jamais sortir. C'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup de jeunes cinéphiles ne l'ont jamais vu. Et pourtant, Providence est un film qui est hors du temps, qui commence, et je pense que c'est tout à fait conscient de la part de Resnais, comme Citizen Kane. Nous pénétrons dans une demeure et nous approchons d'un vieillard à l'agonie. Mais contrairement au film de Wells, ici, le gisant vit encore. Il s'agit en fait d'un écrivain alcoolique qui va nous faire partager une nuit de création littéraire, la vie de ses personnages se mélangeant aux affres de son insomnie et de sa vieillesse. Et dès ses premiers plans, Providence s'impose d'emblée comme un film irréel. Un film finalement très mystérieux et surtout un film vers lequel il vous faudra aller parce que lui ne viendra pas vers vous. Alors je sais que c'est plus tellement habituel puisque nous sommes beaucoup habitués aujourd'hui à ingurgiter des films pré-mâchés qui ne demandent aucun effort. Mais une fois immergé dans ce grand jeu de l'imaginaire, comme le définit Resnais, on vit alors une expérience cinématographique tout à fait singulière. Le climat est macabre, hanté par le souvenir de nuées et brouillards. La texture de l'image est totalement onirique. Providence, en fait, est un des rares films fantastiques français réussis. Il est en plus soutenu par une musique absolument exceptionnelle de Miklos Rozsa, qui est un grand compositeur d'Hollywood, puisqu'on lui doit Ben-Hur, le Cid et Moonfleet de Fritz Lang, par exemple. Et puis ce qui est étonnant aussi dans Providence, c'est que derrière ce jeu de l'esprit assez sophistiqué, derrière cet humour noir et assez absurde, et avant son dernier plan qui est d'une très grande beauté, c'est qu'il s'agit avant tout d'un grand film teigneux. Les personnages de Providence s'y déchiquettent avec une froideur toute british et avec une franchise qui font du film une sorte de jeu de massacre très désespéré. Alors, les hommes s'aiment très peu dans Providence, mais il y a par contre un très grand amour du cinéma comme véhicule de rêve, aussi douloureux soit-il. Et c'est ce qui fait que pour moi, le film est toujours aussi important aujourd'hui. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Allez, bon film. Cinéma.